Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ici pour notre conférence. On essaie d'en avoir l'événement. Ça fonctionne toujours. Cette année, il y a quelqu'un qui s'est proposé volontairement de nous faire une conférence. Donc, je vais vous présenter Jean Deschamps, qui est technicien d'agriculture agricole, qui travaille avec Pierre Drapeau depuis une vingtaine d'années au moins, je dirais. 94, ça va ici. Lui qui visite régulièrement des fois aussi à l'UNA, tout ça, c'est quand tu as le deuxième, le troisième, j'ai manqué, je pense, 2 ans. En fait, au travers de toutes ces années-là, Pierre et Jean ont avancé un paquet de connaissances, un paquet d'expériences sur le territoire, particulièrement sur les animaux clavicoles. Je vous en dis pas plus, je vous laisse les gens vous introduire tout ça. Merci beaucoup, Léa. Merci. Alors, bonsoir, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, ils sont dessus. C'est-tu correct, Donald? Oui. Alors, je vous le dis tout de suite, pendant la présentation, il va y avoir une période de questions à la fin ici, pendant que je passe une diapo, parce que, à un moment donné, ça va aller vite. Et peut-être que je vais escamoter des choses, puis vous allez avoir une question, juste de précision sur une photo. Vous levez la main, vous me le dites tout de suite, puis vous posez la question. Attendez pas à la fin, c'est beaucoup plus simple que de reculer. Surtout que ce n'est pas mon ordinateur, le mien a planté après-midi. Vraiment, moi, je ne veux pas une technologie, je ne dirai pas dans quel état je suis. La soirée va se dérouler, la conférence, en quelques étapes. Il va y avoir une introduction générale, une description et une présentation du monde quelqu'un habitibien. Il va y avoir aussi un segment sur la rude vie des arbres à qualité en Abitibi. Ça pourrait être la même chose ailleurs, mais bon, puisque c'est ici que j'ai pris mon expérience. On va montrer avec la caméra quelques photos, une vidéo, comment on fait pour récolter ces données-là. Aussi, à la fin, on va avoir un segment de plusieurs vidéos, mais ils sont courts, je vais les couper, je sais où couper, où faire. Pour pas qu'on ait toute la montée de la caméra. Puis à la fin, il y aura une période de questions. Donc, vous ne vous gênez pas. En tout, je l'ai fait 2 fois l'après-midi, cette nuit. Ça ne devrait pas durer, vous pouvez bien rire, M. Legault. Ça ne devrait pas dépasser 1 heure. Je me suis taillé plusieurs fois, mais je suis un grand parleur, parfois. Alors, je commence en remerciant évidemment Benoît d'avoir accepté mon vote. Ça faisait plusieurs années que Daniel Charon m'a dit tu devrais faire quelque chose. Et aussi, merci à Rénal, à Daniel qui est au stationnement en avant. Merci aussi à l'équipe, surtout Julien qui m'a passé son laptop parce que sinon on n'en aurait pas. Donc, ça c'est une photo, juste pour vous dire, c'est une des rares qui ne vient pas de l'Abitibi. C'est une petite bouteille qui, dans une ancienne qualité de pic flamboyant, ça avait été pris au réservoir d'Ascaton en 2016 alors que je travaillais sur la maîtrise d'Alexandre Fouillet. Elle était très belle. On voit c'est dans un lettre à grande feuille, puis juste en bas là, c'est là que j'ai une baguette. Faut pas que j'oublie ça. Faites attention à vous, M. Théo. Et il y a une marque d'alimentation pic. Alors, nous, on caractérise ce genre d'arbre-là, mais c'est parce que vous allez en voir. On va vous montrer des tables qui viennent de l'écran. Alors, c'est vrai, c'est monsieur. Moi, je viens d'un village, ça s'appelle Saint-Lazare-de-Missouata. C'est un insight pour Brian, j'espérais qu'il soit là. Alors, le village, c'est toujours l'église, même en 2019. Et quand j'étais maire, j'avais toujours gardé l'espoir, parce qu'on a acquis l'église. Toi, c'est vraiment pour toi. Et j'ai travaillé fort pour influencer mon conseil, tout est dans tout, pour que le revêtement soit arraché puis qu'on mette de l'épinette blanche. Alors, c'est ça qu'on a fait. On l'a acheté, on l'a transformé et on a acheté du bois laurentien, bûché par des gens du bois du fleuve et transformé, peinturé dans l'est du Québec. Tout ça pour dire, vous avez compris que je fais une migration annuelle de 1200 km. Et je retourne à l'automne. Et je retourne parfois l'été quand il y a des mauvaises nouvelles, mais le moins possible. Alors, je suis diplômé du Cégep de la Pocatière en 1989. Donc, je me suis aperçu cette année, c'était ma 30e année de saison terrain. Là, je suis à Kamouraska. Donc, les premières années, quand j'étais un jeune technicien,
Je travaillais beaucoup sur les inventaires aériens en hélicoptère, puis c'est dans ces premiers contrats-là, au début des années 90, qu'on faisait l'inventaire dans le nord de l'Abitibi, mais surtout en Gamésie, sur les canards qui migraient puis qui nichaient sur tout le réseau hydrographique du Nord. Puis la macrose à Fond-Blanc est une de ces espèces-là qu'on rencontrait régulièrement. En même temps, j'ai travaillé quelques années pour le docteur Jean-François Giroux de l'Université du Québec à Montréal. Et dans ces années-là, ce qui était très tendance, c'était de poser des radioémetteurs pour faire de la télémétrie. Donc, là, c'est un canard noir femelle, mais j'en ai fait aussi dans le coin de Contrecœur, le canard chicot et le canard pilet. Plus tard, j'ai fait mes premiers pas vraiment ici sur la terre ferme, en hélicoptère, avec Pierre. J'étais son technicien pour son post-doctorat en 1994 et 1995. Et on travaillait sur l'indicateur biologique qui est facile, c'est les oiseaux chanteurs, les passereaux, donc, et aussi sur les micro-mammifères. Donc, vous voyez une grille à dos olive à Dupuis en 2017. Et c'est là que j'ai connu Pierre pour la première fois, c'est-à-dire c'est faux, c'était en 1993 lors d'un grand décompte ornithologique dans le Bas-Saint-Laurent. Et quand je suis monté à Montréal pour passer mon entrevue, puis j'ai ouvert la porte, il s'est écrié « Régent de Chêne ». Là, le stress venait de descendre parce qu'on était plusieurs à passer l'entrevue. Finalement, ça a bien été. Là, vous devez vous demander ce qu'il y a en dessous, si je dois vous le montrer. Et je pense que ce serait chiant pour vous le montrer. Alors, ça a l'air de ça, des œufs de grive à dos olive. Donc, comme je le disais, Pierre est mon patron et un ami également. Donc, l'été, il vient nous visiter souvent. Ça, c'est en 2018. Donc, au centre, bon, vous connaissez Pierre, moi, il y a Casper Koupka, Marianne Boussière et Anaïs Lucas. Donc, quand il y a des années où est-ce qu'il n'y a pas d'étudiants à la maîtrise, c'est arrivé quand même à quelques reprises, depuis 1994, c'est moi qui, avec les années, qui prend le lead du terrain. Pierre me fait confiance totalement, surtout avec les années qui passent. Et l'an passé, cette année, c'était 2 années comme ça où est-ce qu'il n'y avait pas d'étudiants, d'étudiantes à la maîtrise. Donc, Pierre, je dis souvent aux gens, si vous voulez, qu'on me caractérise, c'est pas un bon boss. C'est un bon être humain. C'est un bon gars. C'est ça. Alors, et j'ai travaillé, je connais évidemment Sophie, je vous l'ai dit, sa conjointe, sa femme qui l'accompagne, et ses 2 enfants d'ailleurs, Louis-Joseph l'aîné, qui n'était pas né en 1994 quand je travaillais pour Pierre. Et j'ai travaillé 2 ans avec Louis-Joseph, ça donne un coup dur quand ton boss envoie son aîné. Et Olivier, qui lui, qui viendra pas le coup en tête de lever des bouches, des favorables. Évidemment, le travail que l'on fait, c'est une équipe, c'est jamais. Là, c'est moi qui est ici, je parle en jeu, mais c'est du nous. Alors, ça, c'est une photo cap tournante. Où est-ce que j'appelle ça le triumvirat. Donc, vous avez moi, Simon Bédard, Philippe Cadieux et Hugo Ouellette Lapointe. C'est des étudiants qui ont fait soit une maîtrise et ou un doctorat entre 2008, et j'ai connu Hugo en 2007, jusqu'à 2015. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que Philippe n'est pas ici, n'est pas sur le terrain, mais c'est le scientifique engagé par Pierre, donc il est à Montréal. Et j'ai des questions tout le temps, vous n'avez pas d'idée de savoir, point GPS, on n'a pas la caractérisation, pourquoi l'arbre n'est pas là, comment, parce que moi, je ne suis pas bon pendant toutes ces autres. Vous allez voir, là, je suis zéro pin barre. Et la mémoire du territoire, c'est vraiment ma force. Alors, Phil, comme on l'appelle, est à Montréal avec sa petite famille. Il faudrait que je m'approche du micro. Du micro, OK. Bon. Allez! C'est le port. Ouf! Le laptop à Julien, un petite faiblesse, il n'y a pas les vis pour le. Donc, parce que là, je ne veux pas boucher la vue. Ça va? Ou je parle plus fort? OK. Bon, OK. C'est parce que j'ai de la voix. Alors, c'est ça. Donc, Philippe est celui qui répond à toutes nos questions. À toutes les miennes, en tout cas. Cette année, l'équipe est composée de 3 personnes. Donc, il y a Anan Maria Romero, qui est stagiaire du Cégep de Saint-Laurent et qui a son premier contrat avec nous, engagé par Pierre. Julien Bilodeau-Colbert, boursier à l'UQAM. Et Brico, ça va être mon boss l'an prochain.
Et enfin, Mathieu Bernier, qui est inscrit au bac à l'UQAM pour cet automne. Là, on va commencer à parler du monde cavicole. Comment on définirait ça, le monde cavicole? Ce que vous voyez là, la cavité, c'est plus petit qu'un œuf d'abord. Donc, le monde cavicole, c'est tout ce qui, moi c'est ma définition, c'est tout ce qui concerne une cavité qui a été creusée par un pic, une stèle, une mésange. Là, ici, on a une stèle à poitrine rousse qui nourrit un jeune mouni à la Sarre en 2017. Et ça va jusqu'aux cavités naturelles dans le bois mort vivant, au sol ou debout. Alors, c'est pas en Abitibi parce que c'est un boulot jaune. Et vous voyez, dans la nature, il y a une carie. Il s'est fait un immense trou. Donc, on est capable de rentrer une stèle et même un régent à grosseur, ce qui n'est pas petit. Et il y avait de la place pour Julien encore. C'était très profond. Donc, le monde cavicole, je vous l'ai présenté, je vous l'ai défini, mais ce que l'on étudie, c'est-à-dire ce que les étudiants en Pierre étudient depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, c'est la connectivité, c'est la connexion, c'est le réseau, savoir qui utilise ça, et c'est ce que les étudiants à Pierre, les étudiants et étudiantes à Pierre ont documenté au cours des 17 dernières années. Évidemment, quand il n'y a pas d'étudiants et d'étudiantes, c'est moi qui y vais. On n'a quand même pas besoin d'un étudiant pour dire à quel point GPS. Et je vous présente une série d'excavateurs, puis par la suite des utilisateurs secondaires. C'est des photos en rafale. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Alors là, on a cité à la poitrine rousse à Tachereau qui excavait. Et là, c'est sur le rond-point Saint-Pierre. C'est une cité à la poitrine rousse. Une juvénile, elle s'envolait dans la journée. Puis remarquez, ce qu'on voit, c'est les commissures, c'est ce qui nous détermine. On sait, c'est sûr que c'est un jeune. Et notez la résine au pourtour de l'entrée, c'est un comportement. Apparemment, ce serait peut-être pour empêcher des parasites de rentrer ou des prédateurs, mais c'est pas très clair. La mésange à pelle noire, qui est un excavateur aussi de petite qualité, donc on la voit là, qui est en train d'excaver un bois très carrier à la Sarre. Le pic mineur, on change de taille, et vous remarquerez, c'est une femelle qui va nourrir des oisillons, vous remarquerez le pourtour de la cavité ici, qui a été rongé, parce qu'habituellement, c'est lisse. C'est un rongeur, un tamiya ou un écureuil qui est arrivé pour tenter de la déprédater, mais finalement, il n'y a pas été parce que ces années-là, on les suivait, puis la nichée a eu un succès. On voit le même pic mineur, quand il arrive à un certain âge, près de l'envol, 21-19 jours, ben, il fait un coucou, il sort, ils vont voir, ça c'est la preuve qu'il est prêt à l'envol. L'oiseau, le pic le plus commun en Abitibi, c'est le pic maculé, on voit dans le haut de l'arc supérieur, il y a un jeune qui quémande, là c'est un mort. Et c'est une espèce qui est commune, et j'oserais dire, c'est une espèce aussi qui est résiliente dans le sens que c'est l'espèce qui, le plus souvent, quand elle se fait prédater, qu'elle a le comportement de renicher. C'est-à-dire, il rentre un écureuil là-dedans, il bouffe les œufs, il bouffe les jeunes, il peut même importer de la brindille, le pic maculé, elle rentre là-dedans, fait le ménage, puis il repond 2-3 œufs, il fait une petite couvée, il ne fait pas 5-6 comme à l'origine. Et c'est arrivé une fois depuis qu'on suit les cavicoles, qu'un pic maculé niché une nouvelle fois, puis qui n'a pas réussi. Donc, quand il reniche, malheureusement dans les mauvais français, on se renest, il réussit tout le temps et il ratisse sa nichée. Mais la légende, tu dis qu'une fois et une fois par combien de fois? Des nids de pic maculé. Au moins 250. Ah, oui, parce que la grosse année qu'on avait fait des suivis pendant la maîtrise de Philippe Cadieux, on en suivait, il me semble, 86, juste là en 2000.
2009 ou 2010 sur le lac du Parquet. Et 250, c'est sûr que ça fait bien du sens. Tu vois, ça, c'est le genre de question, là, Brian, qui est pertinente. Attention, parce que t'as posé beaucoup. Quand tu dis qu'une fois, là, tu dis qu'une fois. Ben, je veux dire, une fois, je veux dire, s'il y a 250 nids qu'on a suivis en 17 ans, et disons qu'on a eu de la prédation 5 % du temps, ben, ça ne veut pas dire que dans ces 5 %-là, qu'il y a 100 % de ces 5 % -là qui a décidé de renicher. Parce que des fois, non, c'est très simple, voyons donc. On ne va pas être doctorat pour faire ça. Let's go, là, Brian. C'est ce que je dis, c'est que s'il y a eu, disons, 15 cas en 17 ans où l'oiseau s'est fait prédater et qu'il a tenté un re-nest, bien, sur ces 15 fois-là, il a réussi à 95 % à renicher une seconde fois. C'est qu'il demande un effort tout à fait extraordinaire. Alors qu'habituellement, comme le pic chevelu, le pic mineur, la citelle, les autres, s'ils se font prédater, c'est la fin de la partie pour la saison. Donc, si vous avez un pic chevelu, là, je clique trop haut. Et là, c'est un autre pic chevelu qui va nourrir des jeunes. Beaucoup plus rarement, mais je l'ai mis parce qu'on en a eu quelques-uns, le pic à dos noir. Là, on change de taille de cavité. On s'en vient vers le maître des forêts. C'est le pic flamboyant. C'est un pic flamboyant femelle qui nourrit un jeune mâle au nid, qui est près de l'envol. Ici, c'est un jeune. C'est au sud-ouest de la rivière Mouilleuse. Ouais, c'est à cause de la barre ici. Là. La femelle n'en a pas. Et même les jeunes, quand ils sont près de l'envol, ont déjà leurs caractéristiques du dimorphisme sexuel. Et enfin, le maître de tout, le grand pic, pour ceux et celles qui n'ont pas d'idée comment c'est gros comme... C'est de la taille d'une corneille. Là, ici, la femelle est accrochée à l'entrée d'un nid au nord d'Autier-Nord en 2017. Alors qu'ici, on a une femelle qui a niché sur le bord de la 388, non loin du chalet de Daniel Charon. Là, on tombe dans les utilisateurs secondaires. Alors, ce que l'on voit, c'est un insecte qui n'est pas un grand pollinisateur, mais c'est le faux-bourdon qui est dans une ancienne cavité de pic maculé. Ici, ce petit chicot-là, je l'ai mis parce qu'il n'y a pas de cavité, mais c'est pour vous dire que le bois, si on cherchait, on pourrait trouver une multitude d'autres choses, entre autres les araignées, les insectes, c'est incroyable. Alors, regardez bien la taille de ça, c'est haut comme ça, c'est gros de même. C'est dans le feu de 1825-1885 sur le lac du Parquet. Et quand on regarde une grenouille des bois, il y en avait 3, mais le temps que je sorte mon appareil photo, il en restait une, elle était dans le sommet. Les 3 étaient cordés dans cette petite infractuosité. Ici, c'est la seule fois qu'on a cette mention-là. Ce que vous voyez, la cavité, c'est une marque d'alimentation de pic. Et ça, c'est la mue d'une couleuvre rayée. Donc, on sait qu'elle a monté. C'est à peu près à la hauteur de la poitrine. Et la couleuvre, elle a rentré parce qu'il y a des méandres dans ce chicot-là. C'était dans un marais. Et par la mue, on a une confirmation que les couleuvres sont capables de rentrer dans ce genre de cavité. Ici, c'est vraiment une belle... Malheureusement, je n'ai pas la tête parce que, écoutez, c'était un matin, j'allais chercher un helper à Rouyn-Noranda. Je traîne toujours mon box, la pole, je mets mes bottes Viking. Puis là, j'arrête sur le coin de la 388. Puis là, je voyais des pics flamboyants. Fait que j'ai mis mes bottes, j'ai ramassé mon box. Puis au loin, je voyais pas de rouge scintillé. C'était au lever du soleil. C'était une couleuvre à ventre rouge qui se faisait dorer. Je l'ai faite au soleil. Moi, je pensais que c'était un champignon, Fomitopsis nicola, pour ceux-là qui sont forts dans la mycologie. Je vois mon ex-collègue ici, M. Charbon, qui se bidote. Je l'ai fait bien souffrir avec ça. Donc, ce qui nous confirme la chose, parce que je l'ai fait confirmer par quelqu'un qui était spécialiste, c'est la ligne ici qu'on voit noire et on voit qu'il y a 2 teintes rouges sur l'abdomen et un autre orangé, tout simplement là. Je veux dire, quand je n'ai pas de compétences, je trouve du monde qui le sont.
On demeure dans les cavités de petite taille parce que ce que je vous ai montré tantôt, la couleuvre à ventre rouge, c'était pic flamboyant. On commence à trouver des choses un peu plus crunchy. Ça, c'est une hirondelle bicolore dans une ancienne cavité de pic à dos noir. La même chose ici, un pic boréo. Là, on pique, ouais, parce qu'on met pic à dos noir puis pic à dos rayé quand on ne sait pas. Parce que là, c'est un très vieillard, on ne savait pas, mais elle nichait là-dedans. Ici, une couvée d'hirondelles bicolores, il y en a 5, dans un chipot dans le milieu de l'eau. C'est assez régulier qu'on trouve ça. Dans les cavités, on trouve moins souvent, mais quand même, des tamia rayés dans des petites cavités taille 2. Donc, ce que vous voyez tantôt, l'Ibic maculé. Là, on a l'écureuil roux, évidemment, qui a ça, ce stock-là, c'est ce qu'il y a entre l'écorce ferme et le cambium. Quand tout est arraché, moi, je ne déciderai pas de nom, j'appelle ça l'écorce subcorticale, puis c'est rentré dans le jargon. Et quelques semaines après, ben, sort les 3 mousquetaires de la cavité de pic flamboyant. Aussi, ce qu'on a en Abitibi, c'est le grand poil à touche, donc ce qu'on appelle l'écureuil volant. Donc, c'est un utilisateur de cavités secondaires. Pas hyper fréquent, mais ça dépend des années. Et la technique pour y aller, lui, on n'a pas besoin vraiment de prendre de caméra. On arrive sur l'arbre et on prend notre poing ou un grand bâton, puis on frappe 3-4 coups. Et l'écureuil sort tout simplement. Donc là, on tente de ne pas les déranger. Puis sur là-dessus, on ne le voit pas bien, mais c'est une femelle qui est en gestation. Donc ça, on a découvert ça aussi avec les années, que ce n'était pas juste des individus qui dormaient comme ça parce qu'il est nocturne. Donc c'est ça notre chance, quand on passe le jour, on les détecte. Et là, vous avez une femelle en gestation dans une ancienne cavité de pic maculé, mais sur un chipot tout à fait défraîchi. On a aussi, les ornithologues n'aiment pas nécessairement cette espèce-là parce que c'est très envahissant aux mangeoires. C'est un quiscale bronzé qui va nourrir un jeune qui est dans une cavité naturelle. C'est tout. Alors, le quiscale bronzé, lui, il niche partout, vous savez, dans vos cours, partout au Québec, dans les résineux. Mais dans les marais, il niche presque exclusivement dans des cavités. Ça, la photo n'est pas bonne, mais je l'ai mis. C'est sur le chemin Gamache, à du Parquet, c'est un adulte raton laveur avec son jeune. C'est une ancienne cavité de Grand Pic. L'arbre fait plus de 70 cm de DHP, mesure 25-26 mètres de haut. Et la cavité, elle est immense parce que là, j'aurais pu faire une conférence juste là-dessus. Une cavité de Grand Pic, c'est à peu près de cette taille-là, 45-50 cm de profond. Mais avec les années, l'arbre s'effondre sur lui-même. Donc, la cavité prend de l'expansion et même le toit tombe. Et le plancher, là, je n'ai pas de photo parce qu'à un moment donné, il faut bien trouver une fin à tout cela. Le plancher peut défoncer et l'arbre s'effondre sur lui-même et sert à d'autres espèces. Et le raton laveur n'est pas très commun en Abitibi. J'ai fait des grands vox pop, là. Il y a beaucoup plus de moufettes. Alors, c'était une très belle mention. On revient aux oiseaux de plus grande taille. Là, on tombe vraiment dans le paysage du Grand Pic. C'est une petite nitale qui niche dans une ancienne cavité de Grand Pic sur un chicot à la sarre. Et je vous montre de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc, on a l'adulte ici qui protège ses oisillons. Et en réserve, il y a des souris sauteuses qui sont apportées par le mâle. Moi, je n'ai pas appris ça tout seul. C'est quelqu'un de Louis Hébeau qui m'a appris ça. Si on continue, la cressette d'Amérique, c'est un petit faucon qu'on voit souvent sur les films en milieu agricole ou dans les coupes forestières récentes. Donc ici, on a une jeune qui vient de sortir du nid, puis elle ne volait pas. Puis quand on est passé, bien évidemment, j'ai pris une photo, on a continué. Mais elle était assez développée pour pouvoir s'envoler. Fait que quand on était de retour, c'était au mont Euil du Nord, c'est dans le coin du sud de la rivière Mouilleuse. Est-ce que tout le monde connaît un peu le lac du Parquet, Magousie, Canasuta, Mouilleuse? Regardez, c'est par là. C'est par là. C'est avant le Canada, mais après Rapide Lanceur. Okay? Donc, pour ceux qui sont. Le Canada, c'est l'Ontario. Okay? Je comprends. Bon.
Ici, je l'ai mis, il n'y en a vraiment pas beaucoup, surtout pas ici, mais je tenais à le mettre. C'est le petit garrot, et ces 5 poussins-là, la femelle, s'est reproduite dans l'une de nos cavités de pics flamboyants dans le Nord lors du doctorat de Philippe Cadieux. Et je tenais vraiment à le mettre parce qu'on a travaillé très, très fort pour en trouver des centaines de cavités. Finalement, quand on en a trouvé un, on était tellement heureux qu'on a composé une chanson, mais bon, le groupe n'avait pas très apprécié. Ici, on a la seconde petite chouette qui se reproduit dans des cavités de Grand Pic. C'est la nyctale de Tagman. La photo n'est pas bonne parce que je suis en sous-bois. C'est au lac Mistawak. C'est vraiment loin d'ici. Fait que quand je suis retourné, j'ai essayé, mais vous savez, des fois, on a d'autres choses à faire que de prendre des photos dans une journée. Alors, c'est le seul cas qu'on a. Dans les canards, le canard branchu, ici, c'est une femelle qui est perchée, elle a cette capacité-là. Donc, quand on est rentré dans la cavité, c'est aussi dans le feu 18-25, 18-80 sur le lac du Parquet. Donc, le canard branchu qui s'est reproduit dans un arbre. Le hâle couronné, ça, c'est une photo ici sur les rives du lac Québécois. C'est une femelle qui naît chez elle également dans une ancienne cavité de Grand Pic. Ensuite, l'oiseau le plus commun, le garrot haïdar, c'est au mont Haï du Nord, aussi dans une cavité de Grand Pic. Ici, c'est une exception exceptionnelle. Il y a quelques années, on a eu deux nids de chouettes épervières. Donc, vous voyez les sourcils, les yeux, la queue, pas très invitant. Viens pas trop poche, on va t'arracher les yeux. Mais ce que vous ne savez pas là, que moi je sais parce que c'est mon travail, ce qui est absolument. Puis admettons, je vous présenterai le graphique qui a été construit par tous les étudiants de Pierre qui a été enrichi au cours des 17 dernières années. Ce qui est super intéressant dans ce cas-là, c'est que c'était un gros peuplier géant. Il y avait une vieille cavité de Grand Pic et, vous allez voir dans d'autres photos plus tard, à cause des champignons, de la dégradation, l'arbre a tombé à la hauteur de la cavité. Donc, ce qui restait, c'est une couronne, c'est des parois. Et la chouette épervière, elle a décidé de construire son nid là-dedans. Et quand les jeunes sortent, écoutez, il faut que tu t'installes là, puis là, tu vois les transports de petits mulots portés aux jeunes. Elle en avait 5. La femelle et le mâle participent au nourrissage. C'est vraiment. Puis c'est arrivé évidemment une fois dans notre histoire ici. Une autre que j'ai mis, on ne l'a jamais trouvé nicheur, c'est la chouette rayée. J'aurais aimé ça, j'avais une vidéo, mais on a eu de la misère à installer ça cette semaine. Donc c'est un hibou, là, vous ne le voyez pas, mais parce qu'il est loin. Il est dans le feu de 1923 au sud de. 1923, au début du 20e siècle. Au sud de la rivière Canasuta, et on a eu de 2 à 3 individus, mais au moins un pendant 6-7 ans de temps. On n'a jamais trouvé le nid, on a cherché, mais on n'a pas trouvé. Et la théorie avec Louis, pour en avoir discuté, c'est probablement que, parce que nous, dans l'Est du Québec, c'est un oiseau commun, dans le Sud, il niche dans les grandes cavités naturelles, mais ici, il n'y en a pas d'assez grande pour pouvoir la recevoir. Donc, peut-être qu'elle nichait sur une plateforme de branches. Ce qui m'amène au prochain segment, c'est de dire que la vie d'un arbre à cavité, c'est précaire, c'est dur. Je commence ça en vous parlant de cet arbre-là. Son petit nom, c'est F09, I01, pas très dur à retenir. Ce que vous voyez là, c'est quelque chose de très rare qu'on voit en Abitibi. Donc, c'est une cavité naturelle, un peuplier qui fait 70 cm de DHP encore à la pointe Canasuta. La branche arrachée, une branche maîtresse du houppier, et à l'intérieur, c'est pourri. Donc, moi, j'espère, du plus profond de mon cœur, de trouver quelque chose là un jour, mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Vous savez, ce que je vous disais en début de conférence, c'est que le peuplier fautrand, les érablières qu'on a dans l'Est du Québec, dans le Sud, ont l'avantage, ça vit des centaines d'années. Il se casse une branche, il trompe, il continue à vivre. Donc, je pense que le vrai terme, c'est des espèces longives. C'est ça? Oui, vous avez une question? Oui, c'est quoi le houppier? Le houppier, c'est la tête. C'est ce qui forme, ce qui soutient les feuilles. Donc, la tête de l'arbre.
Et en Abitibi, ben, il n'y a pas beaucoup de cavités naturelles. Je me demande si c'est 2 Pierre, de mémoire. C'est autour de... Bon, alors ça n'existe pas, c'est pas compliqué. Fait qu'un peuplier, quand ça commence à mourir, comme un érable à sucre ou un bouleau jaune, c'est fini. On met ça dans les annonces, les rubriques funéraires, ça vient de finir. Et pourquoi je dis que c'est dur la vie d'un arbre à qualité en Abitibi? C'est pas parce que c'est pire qu'ailleurs, c'est pas ça. C'est parce que c'est essentiellement des peupliers faux-trembles. Et je vous montre une carte. Le réseau des arbres à qualité, des étudiants en pierre, partout au Québec, c'est surtout concentré ici, c'est 2259 arbres avec au moins une qualité vérifiée avec la caméra. Ce que vous voyez là, juste pour vous dire que c'est vraiment le théâtre principal du réseau cavicole que les étudiants en pierre ont constitué avec les années, ces points-là, c'est 1122 arbres à qualité. Donc, ça inclut ceux qui sont tombés, parce qu'évidemment, en 17 ans, vous comprenez que ceux de 2003 se comptent sur les 2 mains d'une personne. Donc, ouais. J'avais commencé. Ouais. Et dans l'autre figure, ça, c'est mon ami Phil. J'ai demandé ça, parce que peut-être que ça serait intéressant que j'ai dit ça, Phil. Il a répondu, là, ça serait intéressant que tu m'en fasses un autre. Et là, ce qui m'amène aux cavités de grand pic, aux arbres supportant au moins une cavité de grand pic. Depuis 2003, on a repéré 122 arbres à cavité avec au moins une cavité de grand pic. Là, on n'a pas trouvé ça la première année. Donc, on s'est constitué ça lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, au bout de 17 ans, il en reste 76. Donc, c'est une perte de 38 %. Ce qui fait qu'à chaque année, on en perd 1, 5, 6, 7, 8. Et il faut en trouver d'autres. Comme je donne cet exemple, cette année, on en a perdu certainement 7 et on en a ajouté un seul. Fait que là, je suis moins 6. Moi, ma job, parce que je connais bien le territoire, c'est d'essayer de maintenir cette banque-là, parce que, comme vous l'avez vu, le Grand Pic est considéré comme une clé de voûte, c'est-à-dire c'est la plus importante parce que petites nyctales, canards, mammifères sont dedans, puis les canards ne creusent pas, les hiboux ne creusent pas, tout le monde a saisi ça. S'il n'y a pas de Grand Pic, il n'y a pas de reproduction pour toutes ces espèces-là. Et là, ce qui m'amène à vous parler des effets, comment on les perd. Quand on est en milieu riverain, le castor, évidemment, l'exploitation et l'aménagement forestier. Les grands vents, quand les arbres on est dans une couronne autour d'un marais, je vous dis, c'est une coupe à blanc autour, c'est correct. Moi, je suis un gars de région, là. Je ne mets personne sur le banc des accusés, mais quand il y a des grands vents, les arbres sont immenses, bon, ils se déracinent, il y avait une qualité de grand pic là-dedans, elle a cessé d'être utilisée. Aussi, on voit, c'est un arbre qui a été tronqué au Mont-du-Nord, on voit 3 cavités comme il faut d'en haut en bas. Donc, c'est à peine si on l'a vu, on a pu le suivre 5 ans. Et aussi, les pics eux-mêmes ont des drôles de comportements comme le grand pic qui va sonder sur des grands arbres et quand ça sonne creux, lui, c'est comme... Bon, je fais un peu de psychanalyse d'oiseaux, là, mais bon. Donc, ça sonne creux, c'est comme si, est-ce qu'il y a des galeries, des fourmis charpentières? Fait que lui, il tente son cou, puis il défonce aussi une partie des cavités. Et enfin, la clé de tout ça, c'est le Phellinus frémulé. Tout ce que vous voyez, les petites boules, c'est du sol, là. C'est pas loin de l'Ontario, le long de la 388, c'est un immense peuplier. Et vous voyez très bien ici, c'est une excavation de grand pic. Et vous voyez la forme que ça a. Ce champignon-là dégrade l'intérieur de l'arbre. En même temps qu'il est la plus grande cause de la perte des cavités de grand pic, il est aussi indissociable de la possibilité des pics d'excaver. Parce que même le grand pic, qui est grand comme une corneille, n'a pas la puissance. Donc, une fois que, pour les pics, il est toujours facile d'excaver à si vous voulez, comme ça, parce que tous les muscles des pattes, le corps, ils frappent. Et quand ils commencent à vouloir rentrer, là, à épouser ce qu'on appelle la dossière, à vouloir rentrer dedans, si ce n'est pas assez dégradé, c'est fini. Même le grand pic n'y peut rien. Et l'acarie
elle a cet effet-là. Ça, c'est une photo de Pierre quand il est venu sur le terrain, je crois, en 2011, au sud de la rivière Magousie. On voit l'effet de la carie. Et on voit ici un arbre de pic maculé pendant la maîtrise de Simon Bédard. Et ce que l'on voit ici, c'est le tunnel que j'avais ici. Puis là, on voit très bien l'œuvre d'Acari et la qualité, elle descend dans ce sens-là. Et tout le bois autour, lui, il est sain. Ce qui fait que pour les pics en général, ben, pour tous les pics, si c'est trop dégradé, quand il va commencer à excaver, il va abandonner parce qu'il ne veut pas excaver dans un, vous savez, un genre de cornflake mouillé. C'est pas ça qu'il veut. Là. Il veut quelque chose qui est juste, équilibré pour lui. Donc, pour ça, c'est ça. Avez-vous des questions sur ce segment-là? Non? Ça va? Ouais, mon ami. Benoît, peux-tu m'emmener le box et la pôle? S'il te plaît. Les gens, juste une question. Oui. Pourquoi le papier? Pourquoi le boulot? C'est une Moses de bonne question. Parce que, effectivement, les pics, on a trouvé. Oui, le box, tu peux me l'emmener, tu peux le mettre là, s'il te plaît, Benoît. On trouve des cavités et même des oiseaux nicheurs dans d'autres essences que le peuplier fautrant. Mais quand on les trouve, entre autres, sur le bouleau à papier, on le trouve dans des portions dégradées du bouleau, un peu comme dans les érablières. Donc, jamais dans le bois vivant. Toujours, on sait comment le bouleau fait, hein, peu importe la taille. À un moment donné, la tête meurt, il jaune, il fait des appels sèches. Et dans la portion morte, là, ça se dégrade. Puis là, le pic mineur peut rentrer, on a 4-5 cas. Le pic maculé a déjà niché dans un chicot. Mais c'est ça. La cité à la poitrine rousse aussi ne déteste pas le bouleau à papier. Plus rarement, le sapin baumier est toujours dans des... toujours dégradé, vraiment. Là. Alors, le peuplier, lui, pour avoir participé à des inventaires, ça vient mieux que moi. Donc, des fois, les étudiants, on va faire des parcelles aléatoires. On fait des parcelles autour des lits pour voir ce qu'il y a disponible. Et c'est pas compliqué, c'est parce que le peuplier fautrant, c'est l'essence qu'il y a disponible. Pourquoi aller dans un boulot à papier quand il y a du peuplier fautrant? Donc, il y a tout ce qu'il faut là, et en quantité et en qualité pour eux. Mais la carie blanche, la carie du tram, c'est probablement, comme tu disais, le facteur de carie blanche. Au niveau des feuillus, plus dans le sud, tu as travaillé avec Alex Pouillet dans les Hautes-Laurentides, et c'est le hêtre qui remplaçait le tram. Oui. C'est la même affaire. C'est une carie du cœur de l'arbre qui devient excessivement propice à l'excavation, notamment, comme tu l'expliquais clairement, les gens. C'est toute la difficulté qu'ont les oiseaux, tant qu'ils sont vis-à-vis de l'arbre ce matin, mais rentrer la tête dans l'arbre, ils n'ont plus de force. Il faut que ce soit mou. Si c'est pas mou, là, ils ne vont pas s'acharner. Ces oiseaux-là, ils ne nichent pas ailleurs que dans ces cavités-là, que dans les cavités de peuplier, ils ne nichent pas dans d'autres arbres. Ils peuvent, comme le grand pic, avant d'en trouver uniquement dans des peupliers fautrants, finalement, on en a trouvé deux, dans des peupliers, un ou deux dans des peupliers baumiers. Mais la singularité de la chose, c'est fait dans un marais. Donc, le peuplier baumier, parce qu'habituellement, ils ne nichent jamais dans les peupliers baumiers, parce que pour ceux qui font de la dendro, vous savez, peu importe si ça ait 25, 30 ou 150 ans, le cœur est rouge tout de suite, c'est pas un bois de qualité du tout. Et quand il est dans un marais, ou une coupe totale, une fois qu'il est mort, puis il est devenu une chandelle, il sèche. Et là, le grand pic peut entrer dedans, la citerne, on a vu quelques cas. Et écoutez, c'est des... Et pour continuer, c'est vrai, là, ça me revient. Mais dans les marais, entre autres, pour l'initiation à la recherche d'Alexandre Fouillet, et dans le cadre du doctorat de Phil, dans les marais, là, on a trouvé une plus grande diversité d'essences. Entre autres, l'épinette. Là, tiens, parce que justement, l'épinette meurt, tombe pas. On avait parlé à Virginie Ariel Anger, puis elle disait qu'il y avait comme un genre de,
je cherche de fossilisation de l'arbre au soleil. Puis là, il y avait le pied dans l'eau, puis c'était correct. Puis là, les pics trouvaient quelque chose là. Et là, on ne parle pas d'un yen de 200, l'épinette n'est pas en tout dans le game. Non, non, non. Alors, comment on fait pour récolter ces données-là? Écoutez, je vous présente ça rapidement. C'est ça la fameuse perche télescopique qu'on appelle la pôle entre nous autres. Dans le fond, on prend ça, puis par segment, tout simplement, ça clique. Vous allez voir, on va vous montrer une vidéo tantôt. Là, c'est parce que ça vient des États-Unis, c'est en pieds, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais regardez, on est juste à 13 pieds, puis elle va à 50. Donc, c'est-à-dire qu'elle va à 15 mètres. C'est un... On peut l'utiliser avec la GoPro, ça c'est nouveau de cette année. Mais avant ça, on avait le vieux modèle, vous savez, je l'utilise encore. Donc ça, c'est le récepteur, les vieilles caméras, puis les batteries au lithium. Fait que ça paye 17 livres, on traîne ça dans le bois, donc 10 livres. On a bien de l'agrément quand on passe toujours dans le bois avec ça. Mais si ce n'était pas plaisant, je ne reviendrai pas. Donc, la caméra, dans les marais, en canot, en chaloupe, sur des branches tombées. Elle est très, ça ne paraît pas, là, mais vous voyez-vous le S qu'elle fait, là? Donc, je suis rentré dans une vieille cavité de Grand Pic, dans un marais. Puis pour avoir l'angle de la caméra, ben, je l'ai fait twister, je l'ai fait obéir. Je ne fais pas ça souvent parce que c'est sûr que ça fait vieillir la peau. À partir du moment que les cavités ont plus de 15 mètres de haut, on détache l'écran. Et l'important, c'est que je puisse l'avoir dans le creux de la main pour pouvoir faire obéir la caméra qui est en haut. Donc, 53, ça a l'air de ça. Donc, faites-vous-en pas, il n'y a pas de problème. Je ne me suis jamais blessé. Là, quand on est rendu à 55, ben, ça prend plus de twist. Et parfois, bon, c'est 56 fort, on y va. Là, quand je suis heureux de même, bon, là, évidemment, vous comprenez que je ne me lève pas. Il y a quelqu'un qui vient me mener la caméra. Puis là, je regarde, là, je travaille de même. Là, je peux savoir, je peux à gauche. Là, je dis, OK, bingo, on sort ça de là. Quand ça ne fait pas, il n'y a pas grand-chose à mon épreuve. Et je dis tout de suite à Brian, que nous ne sommes pas sur le territoire de la ferme, parce que Brian n'aimait pas ça, savoir que je faisais ça. On construit des bûchers. C'est comme ça, avec ce qu'il y a autour de disponible. Donc ça, c'est un vieux bûcher que j'ai construit avec mes collègues. Non, c'est pas vrai. Avant ça, il arrêtait. Il faut que vous sachiez que c'est là depuis presque 10 ans. Donc, il arrêtait ici. Donc, c'est du vieux bois, ça foule. Et là, on l'a restauré cette année. Et ça a l'air de ça quand je suis grimpé dessus. Mais là, je vais vous montrer le seul vidéo parce que le temps passe. Ça dure. On devrait avoir du son. Alors, la sécurité avant tout. Là, je vais monter à. Vous ne le verrez pas, c'est trop long, là. Bon. Là, je dis à tout le monde, pensez-vous, parce que si je tombe, je saute. Bon, oui, la personne qui a l'appareil, faites-tu une image parce que moi, je vais monter, là, je n'ai pas le goût de recommencer. Fait que le défi, vous allez voir au fur et à mesure, c'est pas rentrer dans la cavité comme, vous savez, on clique. Là, je parle à Anna Maria parce que là, je lui demande qu'elle prenne un angle pour pouvoir me dire, parce que je le fais un peu à l'aveugle, si elle peut regarder parce qu'on divise une cavité en 4 portions, arc bas, arc haut, arc droit, arc gauche. Et là, je dis à Anna Maria, prépare-toi, parce que moi, là, je veux dire, quand je vais rentrer, là, quand je vais être proche, je ne veux pas que ça niaise. Alors, ce que vous voyez là aussi, c'est un peu extrême, je l'avoue, parce qu'on était dans des... il y avait des vents de 40 km/h avec des rafales à 50. Et je vais le laisser tourner quand même.
Parce que le défi aussi, quand on fait de la pole comme ça, de la perche, c'est qu'elle ne se clip seulement quand elle est à la verticale parfaitement. Donc, quand on arrive, moi je le sens là, dans les derniers segments, là, je suis en train de la stabiliser, mais il n'y a presque pas de champignons, il n'y a rien. Et elle part. Et là, il faut ramener ça sans tomber et sans briser le bûcher. Et donc, moi, ce que je tente, c'est de la ramener vraiment à la verticale. Et pendant la fraction de seconde qu'elle est, là, je suis prêt et je clip. Et là, je suis sécurisé. Là, je peux monter. Et là, vous m'avez entendu parce que j'ai pris une vidéo où j'étais sobre dans mon état. Vous avez tous compris, je crois. Ah oui, attendez. J'ai eu une... Alors, ben oui, j'ai réussi. Regarde, je suis dedans. Oui. Pierre m'a parlé des drones, c'est une très bonne question. Mais là, ce qu'on a vu là, c'est un peu une exception. Parce que souvent, quand on est en forêt, il y a de la soustraque, des sapins, des bouleaux, d'autres petits peupliers, une tête qui traîne. Fait que les drones, je veux dire, on traîne déjà ça, nos carcasses, nos sacs à dos qui sont lourds. Bon, une vidéo, peut-être une autre vidéo, je ne sais pas. Mais c'est pour te dire que ça existe, que Pierre nous a envoyé un lien, Philippe aussi qui est à la fin point de la technologie, parce que c'est vrai que tu arriverais là, puis ça serait un détail. Oups! Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as juste accroché le fil du son de fer. Merci. Pilote, OK, il est. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est dans des marais. C'est encore pour vous montrer la versatilité de la pôle. Donc, on est dans un marais exondé. Il y a 1 mètre de boue, je ne peux pas me rendre. Moi, je marche sur les chicots. Et on est capable de lui donner aussi, je vais vous le montrer. Quand on l'a pas de face, il faut calculer l'angle de tombée. Et on est capable de mettre la caméra comme ça. Puis là, on étudie ça, puis là, on lui donne la longueur. Puis là, quand on va rentrer dedans, on devrait être dans l'angle. Et là, si ça ne marche pas, on la ressort, on la corrige de quelques degrés. Puis on finit toujours par l'avoir. Puis ça fait de très bonnes histoires. Donc, la même chose, rien à notre épreuve, sur un chicot, dans l'eau. Comme je vous disais, c'est clippé qui est vraiment une grosse job, parce que là, je m'en vais dans la cavité qu'il y a là. Donc, essai-erreur, puis finalement, bon, ben, c'est ça, il faut que tu tiennes ton équilibre. Puis le technicien, il peut tomber à l'eau, mais pas la caméra. Ça, c'est... Ça, c'est un autre. Là, je vais vous présenter, on arrive vers la fin, et parce que je me suis aperçu que je suis un peu en retard. Je vous présente une série de vidéos. Le premier est auditif, écoutez bien. C'est Mathieu qui monte dans une cavité de pic flamboyant. Et ce que j'ai appris avec les années, bon, on est capable d'identifier des oiseaux, mais écoutez bien, qu'est-ce que vous allez entendre quand Mathieu va rentrer dedans? Alors, les jeunes pics flamboyants, eux, ils croient que c'est l'adulte. Ils se préparent à quémander tout simplement. Et chacune des espèces de pics, maintenant, moi j'ai beaucoup d'expérience, on est capable de moi je suis capable de les identifier juste au son, dans la cavité sans les voir. Et ça, il a fallu vraiment un peu de pratique. Julien, comment je fais pour revenir? Ah, merci, Julien. Ensuite de ça, une petite mictale. Donc, là, on est à Autier-Nord et je fais venir tout le monde. Au nord d'Autier-Nord, je fais venir tout le monde. Vous voyez la gang approche. C'est ce printemps. Et là, on va rentrer dedans. Et là, je fais attention parce que la femelle est encore dedans, donc elle fait le guet. Donc, on va confirmer qu'on a des oisillons. Puis là, c'est pour ça que la caméra, elle arrive tranquillement pour laisser le temps à la femelle de quitter.
là, on a les 3 oisillons de petite nyctale avec la réserve de nourriture. Oui, c'est un très bon... ils sont plus petits que les souris, hein, ça vous donne une idée. Où est-ce que j'ai posé? OK. Et là, on remonte dans une cavité. Ça, c'est à la forêt. J'appelle ça la forêt magique du chemin Gamache. Donc, vous savez, là, c'est la femelle qui est sur ses oisillons. Et là, on ne l'entend pas, mais quand on est dans mon bureau, on entend la petite nyctale, donc qui couvre ses jeunes pour les protéger, puis on voit encore les rongeurs qui sont en réserve. Pourquoi la croix pourrait être Julien par A qui est là? Ouais, non, escape ne fonctionne pas. Donc, est-ce que je fais ça ici même? Non. Hein? Ah oui, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Puis là, je reviens, je fais le X. OK. Donc, ensuite de ça, ah oui, celui-là, il est quand même pas pire. On va aller plus vite, pour être sûr. Et là, ça va être là. Surveillez bien, quand la caméra va rentrer, la femelle Grand Pic est dans la cavité. Oui, bon, on y est. Oups, ça fait le sort. Et là, on a 4 oisillons qui ont à peu près 5 jours. Ça, c'est sur le chemin Gamache. Et là, vous entendez son tout petit, on est à 49 pieds, 14 mètres et demi. Puis même, on les entend en bas dans la cavité. Ce que vous voyez là, ça a 50, 40, 45 cm de profondeur. Oui? C'est normal, elle n'a pas le réflexe de rester pour... C'est une bonne question, parce que quand il y a ça c'est comme dans n'importe quoi, en tout cas à peu près dans le règne animal, c'est même comme ça dans l'incubation, c'est que l'adulte qui est au nid, plus que les jeunes vont être développés, plus qu'ils vont développer un sentiment, je ne vous dis pas maternel, mais parental. Donc, ils vont même, à la fin, quand les jeunes sont de bonne taille, moi j'ai vu ça, là, on rentre la caméra et l'adulte est capable de poinçonner c'est la caméra, puis là, tu vois la caméra, elle ressort. Puis là, et les pics de plus petite taille font la même chose. Eux autres, ce qu'ils font, je l'ai vu aussi quand ils faisaient ça contre les écureuils roux, c'est qu'ils volent. Là, ici, c'est solide, c'est le bréchet. Puis là, ils volent. Là, quand il arrive proche du prédateur qui est sur le tronc, ils roulent les ailes, puis ils le frappent. Ou ils tentent de le faire. Ils font la même chose avec la caméra et la pêche. Et parfois, il y a des contacts. Moi, je fais très attention, mais si l'oiseau est agressif, je fais... on n'insiste pas, mais il y a des fois qu'on n'a pas le choix d'y aller. Ça ici, c'est 22 jours plus tard. Ils ont l'air de ça. Et là, la caméra, c'est maman et papa. Ça fait, on veut de la bouffe, on veut de la bouffe. Comme on dit entre nous, feed me, feed me, feed me. C'est comme des ados qui reviennent trop souvent. Là, j'en ai un sur la... Il en reste 3, vous allez voir, ça va bien aller. Alors, ici, on est dans une cavité de Grand Pic encore avec un hâle couronné femelle. Là, vous voyez, tout au pourtour, c'est un halo du bec qu'elle enlève de son corps pour garder la chaleur alors qu'elle est queue. Donc ça, c'est ici sur le chemin du Balbuzard. C'est tout près. Donc, vous voyez, elle demeure calme. Et on y est retourné la semaine dernière et on a vu quelque chose, mais c'est à ça que ça sert quand on retourne voir des choses. La femelle, semble-t-elle, avait abandonné le nid, mais
Je vais arrêter pour vous montrer. Voyez-vous qu'il y a deux couleurs d'œufs. Donc ici, c'est 1, 2, 3, c'est du garrot à d'or. Celle du hall couronné, c'est ceux-là, 2, 4, 6, 7, peut-être un huitième. Et ça arrive souvent chez les canards, en tout cas ici de plus en plus, puis avec la caméra, ben, on a la chance de voir ça régulièrement, mais on ne fait pas des suivis, parce qu'on fait des suivis seulement quand les étudiants de Pierre en ont besoin. On y va au minimum. Et là, il semblerait qu'elle ait abandonné. Donc, la grande question, est-ce que c'est de notre faute? Est-ce qu'elle a eu une tentative de prédation? Est-ce que c'est le garrot à d'or? Parce que pour pondre des 3 œufs, le garrot à d'or a dû attendre que la hâle couronnée soit absente pour venir pondre ces 3 œufs-là. Mais parfois, c'est beaucoup plus que ça. Mais là, je pense qu'il fallait se limiter ce soir. Donc, vous voyez ça, on appelle ça, dans notre terme à nous, du dompage. C'est du parasitisme. Le dernier canard, oui, je pense que c'est lui. C'est encore sur le chemin du Balbuzard. Parce que là, on se doute qu'il y a quelque chose dedans, on le sait même, et qu'on fait attention. Là, on rentre, et il y a un garrot à d'or. On entend très bien. Parce qu'elle ne fait pas de différence entre une caméra, un bison, une martre. Moi, je suis un prédateur pour elle. Et on retourne. Et là, on réussit à voir c'est à l'envers, mais on voit très bien ses œufs. Là, ah oui, vous vous demandez sûrement pourquoi c'est ici de mauvaise qualité. C'est que quand on monte avec la GoPro, ça se fait sur nos téléphones. Pendant qu'on enregistre, on ne voit pas. Donc, il faut y aller au pif. On y va, on enregistre, et quand on redescend, bon, ben là, on regarde qu'est-ce qu'on a capturé comme image. Fait que, vous savez, on n'a pas toujours le temps d'y retourner. Et j'en ai un dernier. J'ai le même chose? Non. Est-ce que tu vois la flèche, Julien? Oui, il est en haut à gauche. À gauche, l'autre gauche. Oui, merci. Et enfin, le dernier, mais non la moindre, encore deux petites vidéos. C'est sur le chemin des mésanges. C'est simple, c'est une cristale d'Amérique. Vous voyez, c'est une qualité de Grand Prix qu'on va le voir quand on va sortir. On va voir, ça va faire comme une bouche de canon de l'époque des guerres napoléoniennes. Vous savez, c'est gros même. Donc, c'est une qualité de Grand Prix. Regardez ça. Et ce que vous voyez, c'est seulement profond de 10-15 cm. C'est exactement ce que je vous expliquais. Donc, l'arbre n'est pas assez cavalier. Fait que le Grand Pic, lui, il a assez de puissance pour descendre. Il est arrivé à une certaine inclinaison, il ne peut pas excaver, fait qu'il abandonne. Mais la crisserelle, elle, ça fait son bonheur. Et le dernier vidéo. Vous entendez? C'est les 2 adultes dont on vient d'arriver. Puis, je vais le laisser rouler parce que j'ai trop peur. C'est mon meilleur. Puis là, pourquoi le pick-up n'est pas jamais? Parce que le chien voulait le manger. Fait que j'ai dit, c'est bien de l'heure. Je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas vu ce qu'il y a là-dedans. Fait que j'avais reculé le pick-up pour pouvoir faire la qualité du pick-up. Encore une fois, je suis maman et papa. Et il y en a 5. Les 2 plus forts, puis il y en a 3 autres dans l'arc-bout. Alors, pour finir, j'ai déjà assisté à une conférence de livres qui nous parlait. Puis tout le monde connaît les cèdres millénaires, multicentenaires. Là, je me suis dit, on fait bien dur, nous autres, les ornithologues.
avec nos peupliers, carriers. Finalement, avec les années, parce qu'il y a déjà quelques années que j'avais assisté à la conférence de Yves, là, je me suis mis à regarder dans la banque de données. Puis là, je me suis rappelé, c'est vrai. F04, F51, toujours dans le feu 1825, 1885, dans ces eaux-là, sur la forêt du lac du Parquet. C'est un peuplier qu'on a découvert en 2004 lors du doctorat de Philippe Cadieux, d'Antoine Lapie, pardonnez-moi. DHP de 70,5 cm, hauteur estimée, parce que c'est pas toujours facile à mesurer, tout près de 30 mètres, 100 pieds. Un houx-pied de plus de 13 mètres de diamètre, vous voyez. Il est attaqué par les Phélinus et d'autres champignons comme le Fomes fomentarius. Et là, c'était ce printemps. Vous voyez la pôle qui épouse le tronc. On est dans la cavité la plus basse de cet arbre-là. Donc, 2004. En 2013, le Grand Pic est revenu réexcaver une cavité. Donc, 9 ans après la première qu'on l'a trouvée. Et dans la même année, ce qui était tout à fait exceptionnel, le Grand Pic il a fait usurper sa propre qualité par un gamoïdose qui n'était jamais arrivé. J'en ai parlé à Pierre. C'est jamais arrivé. Le Grand Pic, il faut que vous sachiez que quand il excave, lui, il fait des copeaux gros comme le pouce, puis on dirait qu'il y en a une brouette étendue au pied de l'arbre. Là, je marchais, et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Il y avait une deuxième brouette. Il a réexcavé 12 pieds de plus, presque 3 mètres, à l'endos de l'arbre, c'est-à-dire opposé à ce que vous voyez. Et depuis ce temps-là, cet arbre-là a abrité 14 fois des garroilles d'or, 3 fois des hauts couronnés, 2 fois un grand pic, un petit nectar, un pic flamboyant et des canards aussi, parce que quand il y a du duvet. Et que là, je me disais, bien, finalement, nous aussi, on en a des arbres exceptionnels, mais malheureusement, la durée de vie, donc la chronique nécrologique est déjà connue, puisque quand ils sont attaqués par le Phélinus trémulé, bon, c'est pas moi qui sais ça, c'est parce qu'on me l'a dit à force de poser des questions, ils ont 20 ans à vivre. Donc, on l'a découvert en 2004. Donc, il reste peu d'années. Et une fois que l'arbre meurt, dans le meilleur des cas, on espère qu'il tronque haut pour pouvoir garder des cavités. Mais ça n'arrive pas souvent. Comme je vous l'ai dit, on a perdu 38% de nos grands pics depuis 2003. Alors, mais des arbres comme ça, on en a. Sur le doigt d'une main, là, je réfléchissais après-midi. On en a un, entre autres, pas loin de chez Daniel et Alain. Puis, on a mis une pancarte à vendre, c'est marqué « Développement vue sur le lac ». Alors, je pense bien qu'il y a un de nos arbres exceptionnels qui va aussi disparaître. Et quand on les perd, c'est ça, c'est une chance vraiment. Moi, j'oserais dire que c'est un trésor écologique. Et en plus, il est dans la ferme. Bon, allez savoir quand est-ce qu'on va en découvrir un autre, c'est pas évident. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup, les gens. Super intéressant, belle photo, belles images. Est-ce que tu es prête à parler de quelques questions? Oui, si vous avez des questions, puis en plus, si je ne suis pas capable, ça va en donner main. Il y a tellement de docteurs ici, moi, là. Je vais m'être déconfortable demain. Parce que là, s'il vient. On n'est pas malade. Parce qu'on ne peut pas rien faire. Non, mais parce que j'étais dans la bouche, en ce moment-là, je me dis, si je mets le feu, puis on meurt tous, là, il va y avoir des offres d'emploi en sciences de l'excellence de la quantité de docteurs que j'ai écrit. Ça va être extraordinaire. Bon, c'est une mauvaise blague, là. C'est parce que une fois, on avait invité on se demandait autour de la table, ça sera pas moi. Qui est-ce qui n'a pas de doctorat finalement? Il y en avait une 3 qui avait raté une maîtrise, les autres étaient. C'était absolument. J'en reviens toujours pas. Je dois vous dire avant que je te laisse la parole, Brian. Je suis toujours émerveillé devant les gens qui font des maîtrises, qui vont à l'université. Parce que moi, je suis pas académique pour Saint-Saëns, mais j'ai un respect immense pour vous tous et toutes qui avez ou qui vous dirigez vers ça. Juste avoir un petit peu
des grandes trembles laissées en rétention à l'intérieur des coupes totales Oui. avec des cavités occupées. Oui, mais un, c'est rare, et deux, ça ne demeure pas longtemps. Donc, entre autres, on avait un dans les secteurs expérimentaux qu'on appelle l'Hugo, les premières grandes coupes expérimentales que vous avez fait, qui a été fait à la ferme à l'époque, c'est dans le coin du chemin numéro 5, 6, non 5. Et on avait un grand peuplier là, qui avait une qualité de taille propre. On avait eu un écureuil roux une année, et ça fait maintenant déjà quelques. Puis tu sais, c'est un bétail, là, 54, là. Puis lui, ça a tombé à terre, ça n'a pas pris longtemps. C'est ça. Mais il me semble qu'il y a des trembles, des grosses trembles qui restent debout intactes à l'intérieur des coupes totales. On a fait un paquet ici de la forêt. Puis, c'est vrai qu'une fois que Hugo a terminé sa maîtrise, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on fait un suivi, mais aux 2-3 ans. On ne fait pas de battu systématique. Mais c'est vrai qu'habituellement, quand tu as une couronne comme j'avais un grand peuplier là, qui est à côté sur un autre arbre, c'était au sud de la Magousie, c'est coupé tout autour. La régénération, les plantations de pingris, ça doit à peu près 6 mètres. Et c'est une fine couronne qui mesure de 70 à 10 mètres. Évidemment, quand on se promène là-dedans, demandez-vous pas pourquoi j'ai les jambes que j'ai là. On s'arrache. Tu n'es pas capable de faire 5 mètres, on est toujours en train de culbuter. Puis bon, tout tombe à terre. C'est ainsi. Oui. Il y a beaucoup de chicots de pin qui sont morts. Le pingris. Oui, le pingris, a priori, on dirait que c'est un peu bon, ça, parce que souvent ils sont calcinés puis ils restent debout longtemps. C'est pas bon pour les pics? Oui, c'est bon pour le grand pic. Donc, c'est plusieurs décennies après leur mort, ce qu'on peut constater parce qu'on suit de manière fine l'alimentation du grand pic par ses traces d'alimentation qui sont particulières. Quand il y a du pin gris qui est mort, on en a vu dans l'agroforestier, un peu moins dans le coin de la Magousie, puis il y en a moins aussi sous le territoire de la ferme. Là. Et on en a vu dans l'agricole, là, quand tu rentres dans un massif de 5 hectares, disons, là, puis il y a des vieux pins gris, là, tu retrouves presque systématiquement de l'alimentation de grand pic. Donc, c'est trop dégradé pour nicher, c'est pas son essence, mais pour s'alimenter, c'est numéro 1. C'est bon, il y a de une charpentière. C'est ça. Ça demeure là des dizaines d'années. Oui. Pas pour nicher. Non, pour nicher, là, savez-vous où est-ce qu'on a, puis là, c'est valeur, on n'appuie pas là, où est-ce qu'on a trouvé des cavités dans des résineux? C'est dans des secteurs très âgés de la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet. Nous, on appelle ça, c'est des placettes d'avant la conquête puis après la conquête, là, avant 1764, 1764, au début du 19e siècle. Probablement, il y a eu une grande génération, il y avait beaucoup de cérémonies, puis il y a probablement eu, dans les années 70, comme dans l'Est du Québec, une épidémie de tordose, et tous les sapins étaient morts. Et ce qu'on a trouvé là, pendant le doctorat d'Antoine Napi, c'est une multitude de cavités et des vrais avec des chambres. Et il y a 2 espèces qui nichent dans les résineux. Ce sont le pic à dos noir et le pic à dos rayé. Donc, il devait, et là je prends des pincettes, il devait y avoir là l'équivalent des bénéfices et des coûts positifs d'un feu de forêt. Parce qu'on en a trouvé, et on en a trouvé là, pas ailleurs. Mais il n'en reste plus un debout. Ben, c'est ce qu'on pense. On pense que dans le secteur dans le secteur de 1760, 1760, là où il y a eu quand même, au 20e siècle, trois grandes vagues d'épidémie de tordeuse. Bon, ben, la dernière vague, là, c'est ça. Sur le terrain, même en 94, quand on faisait le terrain pour les pastos, on voyait qu'il y avait beaucoup de cavités, mais même en 94, on a un pic à dos noir, je pense, dans tous nos inventaires. Mais on pense sérieusement que les deux pics, le pic à dos noir et le pic à dos rayé, ont probablement été beaucoup plus abondants à cette période. Moi, j'ai parlé beaucoup de qualités licheuses, mais je ne peux pas parler beaucoup des qualités en général. C'est-à-dire
Comment tu fais pour distinguer que cette cavité-là, elle risque d'avoir une chance, celle-là, a une chance? Systématiquement, on prend ça et ça, puis on les passe au peigne fin, une par une. Et en proportion, qualité d'alimentation, qualité licheuse, c'est combien? Ah, ben là! Ben, habituellement, je veux dire, maintenant que j'ai de l'expérience, là, j'ai du poivre et sel sur la tête, là, c'est que quand quelqu'un, parce que là, on n'a plus fait ça depuis des années, il faut que vous sachiez que, là, je ne peux pas vous le montrer, mais on a 12 placettes permanentes de 40 hectares sur le territoire protégé de la forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet. Avez-vous une idée, c'est quoi un hectare? 40. 12 fois. Donc, on prenait ça côte à côte. Il n'y avait pas de GPS dans le temps. On partait du bord du lac, puis on rentrait sur 1 kilomètre. Et systématiquement, à chaque fois que quelqu'un pensait qu'il y avait une cavité ou une excave, il prenait un ruban forestier, puis il retournait à sa ligne, puis il mettait des rubans pour dire « Demain, Régent va revenir voir ça ». Puis là, il prenait sa place, puis on se parlait « Tu es là? Oui, Antoine, Jocelyn », puis on partait. Et systématiquement comme ça. Et c'est vrai qu'au début, tu n'as pas d'expérience. Parlons-en à mes collègues, mais après 2 mois, là, on va dire, ils sont pas pires. Ça fait qu'on vient à être bon. On devient à l'intérieur d'un été. Même Thomas, ton fils qui a travaillé avec nous pendant 3 étés, 4 étés, tu sais, Thomas, il n'étudie pas là-dedans, il n'est pas grand chose là-dedans, mais il lâcherait ici, je sais que ça lui reviendrait rapidement. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est difficile, c'est quand on a une excave, quand on a un cornet, vous savez, là, qui est grand même, puis on est capable, on se recule, on regarde les bouches, on est capable de dire c'est un cornet, on ne monte pas là. Et à partir du moment où le pic a commencé à faire son tunnel, puis à changer l'angle pour aller, là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu prennes ton kit, puis tu montes là-dedans. Puis si ça ne rentre pas, on ne vous a pas montré ça, mais on est capable de montrer ce qu'on appelle la technique en périscope, fait qu'on le montre comme ça. On sait qu'on n'entrera pas dedans et on va essayer de trouver l'angle comme il faut. Puis là, ça rentre. Puis à un moment donné, tu dis oui, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais tu ne peux pas rentrer dedans. Mais tu sais qu'il y a une chance. À partir du moment, parce que ça arrive souvent, on considère qu'il y a une chambre à partir du moment où est-ce que c'est profond comme la paume d'une main. Et ça, c'est des études d'une collègue à Pierre dans l'Ouest canadien. Parce que ça, j'ai oublié de vous dire ça. Mais on disait, en Abitibi, c'est le théâtre principal au Québec, mais l'autre théâtre du monde calicole, il est dans l'Ouest canadien. Il y a quelques collègues à Pierre, comme je pense à l'Université de Chicoutimi, qui en ont fait un peu, mais très peu. Donc, c'est vraiment ici, là, au Québec, vous avez ça, cette spécificité-là, cette connaissance-là. Et sinon, c'est dans l'Ouest canadien. Et Cathy Martin avait des étudiants à Pierre, avait lu des articles scientifiques à partir d'une paume de main. Ben, c'était une cavité. Fait que je peux-tu vous dire que j'en ai fait de ça? Mais j'ai toujours le cœur déchiré quand je monte dans 45 pieds, puis c'est ça. Mais maintenant, c'est facile. Dans les notes, c'est marqué titre Cathy Martin. Puis maintenant, tout le monde sait c'est quoi ça veut dire. C'est une cavité. Ça veut dire moins de 6 cm. C'est ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Mme Cathy Martin qui était venue dans un symposium en 2012. Ça avait été un très grand honneur de rencontrer cette dame-là, en coffee. Donc, ça répond à ta question? En partie, Jean, parce que je veux juste que tu reviennes là-dessus. Je veux dire, concrètement, là, quand on fait les inventaires, au départ, on les localise tout seul. Oui. On n'a pas la caméra. Non. OK? Et en fait, ce qu'on localise, c'est des trous. Exact. Ce n'est pas des cavités. Non. On ne sait pas encore si Non. c'est des cavités. C'est vraiment avec la caméra qu'on peut le voir. Puis, en gros, là, les premiers grands inventaires systématiques qu'on a fait, on arrivait avec un pourcentage de trous qui étaient vraiment des vraies cavités. On avait autour de 40 des trous qui n'étaient pas des vraies cavités. Oui, c'est bien que tu en parles parce que je me rappelle de ça, parce que c'est moi. À l'époque, je travaillais avec Antoine Jocelyn. Jocelyn n'aimait pas ça, en plus, c'est un technicien de la faune. Jocelyn venait passer l'été ici. Puis quand on a vu ça au mois de juin 2004, avec moi, j'étais comme un petit garçon qui avait un nouveau Tonka. Là. Ça fait que c'est moi qui avais la job d'aller. Et je me rappelle très bien que sur les 40 hectares, entre autres de la placette FF, qui est une placette qui est très productive, bien, tu as 40 des fois que tu montais là-dedans
et tu trivais le nez sur rien. Fait que, si vous, parce que vous savez, les 2259, que, bon, il y en avait 1122, les deux, ne posez pas la question, là, je les ai tous faits. Combien de fois, je ne sais pas, mais d'après moi, c'est dans les 5 chiffres. Que, oui, c'est tout à fait possible. 2259 fois 5, ça fait 10 000. Je peux te dire que je t'avais fait beaucoup plus que 5 fois. Parce que quand on fait des suivis d'édification pour savoir si prédation, éclosion, tout ça, on n'a pas parlé de ça, on va à tous les 5 jours visiter nos pics. Donc, à tous les 5 jours, on fait le réseau comme ça. Et les pics, en général, prennent combien de temps au lit? L'incubation pour le pic maculé, il me semble qu'il ne faut pas. Il me semble que c'est 14 jours, puis il s'envole à 26 jours. Puis ils ont toutes des dates qui sont séparées, qui sont différentes. Oui. Est-ce qu'il y a des espèces qui ont un horaire préférentiel pour aller? Ça, c'était une bonne question. Parce que, évidemment, les étudiants à Pierre ont tenté de mesurer ça. Apparemment que non, mais on peut vous dire que la hauteur moyenne de tout ce qui se passe dans le réseau cavicole est d'environ 38 pieds, donc, je ne me trompe pas, 13 mètres. C'est ça, ça va 13 mètres. Donc, on en a, vous avez vu qu'on fait des bûchers pour aller jusqu'à... Le record, je ne vous l'ai pas dit là-bas, mais on va... Là, tantôt, c'était une 59, mais j'ai déjà été à 62,4. Mais parfois, la taille, la hauteur la plus basse, c'est une mésange à tête noire à 45 cm. Fait que c'est sûr qu'elle fait baisser ma moyenne. Vous pensez, à chaque fois que je vois un grand pic en bas de 35 pieds, moi, je ne comprends pas. Là. Le plaisir de monter d'un grand pic, c'est de monter à 50, 55 pieds. Tu sais que tu as un bon arbre et qu'il y a d'autres places à escalader. Donc, il n'y a pas. Mais, je te dirais, là, je suis sûr que Pierre, on n'a pas. Les résultats ne sont pas sortis, mais quand on travaillait dans l'agricole en 2017, on travaillait dans des îlots résiduels qui sont connectés à des massifs. Écoutez, moi, mon feeling à moi, la hauteur moyenne des pics maculés était d'au plus 30 pieds, peut-être 29, parce que les arbres sont beaucoup plus petits. On subit, évidemment, le bois de chauffage, une coupe qui a, mettons, 40 ans. Là, à travers ça, ils en ont laissé un. Alors que la moyenne sur le lac, je suis persuadé qu'on est plus aux alentours de 40 pieds. Et là, c'est parce qu'on a des arbres, c'est planté sur des hectares, c'est magnifique, puis il y a des phébinus, fait que les pics maculés sont là-dedans, entre autres. Parce que même les grands pics, dont la moyenne est aussi proche de 40 pieds, les 5 grands pics qu'on a en agricole sont tous à 27, à 32, à 33. C'est déprimant. Oui. C'est quoi l'adaptation des pics pour pouvoir filer comme ça puis avoir devant le tête? Si je ne me trompe pas, là, Pierre a sûrement la meilleure réponse que moi, mais dans l'évolution, ils ont comme des muscles, un tampon quand ils dorment. Et évidemment, tout le monde a déjà dû entendre un pic qui tambourinait sur une portion de sa toiture dans un chalet. Et là, ou sur une pancarte, vous savez, c'est marqué Roquemort, là, il s'installe là, puis c'est parce que c'est la portée que ça lui donne. Puis là, il défend le territoire, puis il dit, ici, c'est chez moi. Pardon? Il n'y a pas de configuration des non, qui sont différentes pour les pics. Le tridactyle, là, vous avez entré dans quelque chose de... Non, mais il a demandé des adaptations, ça, c'est la contre le pic. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils s'installent sur le bord d'une toiture, là, ils ne s'agrippent pas après le métal, ils s'agrippent après la portion, mettons, boisée, pour pouvoir drummer sur le métal. Mais Brian, tu as raison, je veux dire, il y a des doigts avant-arrière. La queue aussi, les oiseaux sont capables de se supporter à la verticale, c'est que le bout des plumes, souvent, j'ai appelé, et on va dire que les rectus sont acuminés, c'est-à-dire que c'est en pointe comme ça. Ça permet un support. Il s'assoit. Je veux dire, toute la musculature, comme dirait Jean, toute la musculature va évoluer dans cette perspective-là. Ce sont des escalateurs.
mais aussi toutes les vertèbres cervicales sont réunies avec des petits condyles pour permettre d'amortir les chocs. Ils ont un système d'amortissement de chocs. Parce que sinon, oui, effectivement, les commotions cérébrales. Oui. Pour un fort, en parlant des volets agricoles, ton exposé présente bien la valeur de la forêt d'enseignement. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de potentiel pour les calicoles, mais qu'en est-il pour les boisés, la portion agricole, les boisés, ça ajoute de la valeur pour les. Il faut faire attention. Ça a une valeur qui est certainement indéniable. Mais si on a trouvé si peu de Grand P, c'est certainement parce qu'il y a moins de support. Malgré qu'il y ait une quantité incroyable de sites pour s'alimenter. Mais pour les espèces de pic maculé et le pic mineur, ça semblait aussi bien que dans la forêt d'enseignement de recherche du lac du Parquet. Mais ce qui est évident, puis moi je l'ai vécu cette année, c'est que ces habitats-là subissent une pression qui est tout à fait extraordinaire, parce que là, on est en terre, en milieu privé, et les gens, ils sont propriétaires, ils ont le droit, c'est à eux. Et les compagnies forestières, et là, je ne fais pas le procès, mais eux, s'ils ont la chance de cogner à la porte, dire écoutez, puis moi, je n'ai pas. Les gens me le disent. J'ai fait couper, ils sont venus me voir, 80 voyages de bois, c'est 35 000 $. Merci beaucoup, bonsoir. On en a perdu 6 depuis 2017, dont 5 cette année. Mais je veux dire, ça, c'est comme ça aussi. On est en région. On ne peut pas partir avec des lois. Moi, sur l'île de Montréal, il y a du béton. Moi, c'est pas moi qui va tirer la roche. En premier, je suis quelqu'un de région. On vit. Il n'y a pas de mine là, dans le Bas-Saint-Laurent. S'il n'y avait pas de bois, là, ça ne serait pas beau. Fait que oui, et ça, les compagnies le savent. Ils ne sont pas astreints à la même réglementation que sur les terres de la Couronne. Ça, c'est clair. Mais dans la zone d'aménagement de la forêt de l'Axe-Parquet, tu aurais perdu autant. Parce qu'il y a quand même eu l'équivalent de coupe à toutes les années. Il y a des coupes totales, il y a des gros parents qui sont rentrés aux usines. Mais, oui, mais sauf que si j'avais fait un inventaire total de la zone aménagée, je pourrais te répondre. Comme, mais je ne peux pas, parce que je ne sais pas. Mais ce que je ne vous ai pas dit, dans tout le secteur à l'ouest et au sud de la 388 qui mène jusqu'à Rivière-Mouilleuse, on avait, puis on en a à l'est du lac du Parquet, on avait tout localisé pendant les études, les projets d'études de 2007 jusqu'à 2015 des étudiants Pierre, Simon, Hugo, puis Philippe. Et même Antoine, on avait plein de séparateurs de coupe, de bandes rivières, mais surtout des magnifiques séparateurs de coupe. Et l'industrie, elle, n'a pas violé la loi. Quand la régénération est rendue à telle hauteur, elle a le droit de couper. Puis on a perdu, là, dans une année, là, plus de 50% des grands pics qu'il y avait dans ce secteur-là. Un printemps. Je suis arrivé, j'ai envoyé une vidéo à Pierre. C'est comme ça. Mais donc, ça pourrait être un autre exposé parce que les habitats résiduels, c'est vraiment hyper intéressant. Hyper. Mais bon. Mais en fait, ce que ça fait sortir, c'est que, effectivement, c'était de meilleure stratégie de rétention. Parce que là, on sait que 30 on sait que ce sont les vieux 30, ce sont des arbres de gros diamant, qui sont déjà atteints. Donc, il y a un moyen d'identifier assez clairement là où tu pourrais faire un peu de rétention. Peut-être pas de la rétention d'arbres individuels, mais si je me base sur ce qui a été fait, par exemple, dans l'Ouest, avec les travaux de Cathy Martin, elle a vécu la grande période d'épidémie de l'androcone du vent. Je veux dire, il y a un petit insecte qui a affecté
tous les pins tordus de l'Ouest. Et elle était dans un domaine, en fait, tous ces sites étaient des sites où il y avait à peu près 15% des arbres, c'était des troncs, mais tous les nids étaient des troncs. Et elle a réussi à faire préserver ces troncs. Quand les compagnies forestières sont venus ramasser du bois pour les pins pour le Dendrochone, suite à l'épidémie d'Androchone, elle a réussi à maintenir ces arbres-là. Ces arbres-là sont encore utilisés. Donc, il y a moyen de faire. Il y aurait moyen de, par exemple, avec les agences de forêt privées, d'avoir une mesure de conservation. Qui pourrait se. Parce que dans nos habitats résiduels, dans le secteur de Maclousie, c'est notre plus gros secteur dans l'aménagé sur les terres de couronne. On a encore de très beaux secteurs où est-ce qu'on a du grand pic. Mais on les années passent, Félidius fait son œuvre et les grands vents aussi. Oui. Pour ce qui est de l'arbre exceptionnel de la fin, oui. Pour ajouter autant d'espèces, une dizaine d'espèces comme ça, est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'eau à proximité pour que les canons puissent y aller? C'est pas de mauvaise, c'est vraiment pas bête comme question parce qu'on se posait la question avec Phil, qui est le scientifique du labo Pierre, on se demandait, dans le fond, est-ce que c'est juste par facilité, donc par paresse, qu'on va visiter les arbres de grand pic qui sont comme dans un rayon, je ne sais pas, de 150-200 mètres, puis on va moins souvent voir ceux qu'il faut se déplacer à 600-700 mètres. Et on s'est aperçu que, statistiquement parlant, que non, parce que les oiseaux sont capables de... Un canard qui décide de nicher, là, moi je l'ai vécu personnellement dans l'Est du Québec, il est capable d'aller dans une cavité à 600 mètres d'un cours d'eau. Là, quand les jeunes mettent de l'eau, la femelle tombe au sol, ça tire, puis là, elle colle les canetons. Puis elle part avec ça sur 6 km. Là, c'est la course contre la montre, contre les renards, les coyotes, tout ce que vous voulez. Donc, la proximité de cet arbre-là, c'est une bonne question, mais je pense personnellement, pour connaître la bête depuis 2004, c'est aussi le défilement de l'arbre. Ça, on n'a pas parlé de ça, mais le grand pic, il aime beaucoup les poteaux. Il faut que ça l'aille là. Si vous savez un gros peuplier qui a plein de branches latérales, là, oubliez ça. Ça prend un poteau dégarni, parce qu'il est grand, il est gros, puis il a besoin d'espace. Quand il s'envole, puis quand les gens font le premier envolé, ben, ils ont besoin de hauteur ou aussi d'espace. C'est pour ça qu'il y a souvent comme un ménage naturel autour de ces immenses arbres. Fait que moi, je pense que c'est plus ça. Et évidemment, là, on est rendu dans la psychologie. Donc, c'est 600 mètres ou 6 km? Pour ton canard? Mon canard, c'est 600 mètres. Ok, je crois que tu as dit 6 km. Okay. Je voulais juste être sûr. Mais c'est correct. Parce que il peut prendre un auto. Oui. Mais Yves, tu fais bien de me ramener comme ça, parce que j'ai un petit peu d'Alzheimer juvénile ponctuel. Mais à l'est du lac, on a une femelle. On sait qu'elle était dans l'une de nos cavités. Là, j'avais même la vidéo, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Là, on l'a vu passer avec ses 5 canetons dans le chemin qui mène au lac du Parquet. Elle était à 2,8 km. Quand même. Oui. Autre question, comment expliquer que le grand pic va exclaver un poteau électrique s'il n'est pas attaqué par un mosquito? Ah, là, c'est juste une hypothèse. Mais selon moi, mon humble avis, mon très humble avis, ça doit être deux choses. Ça doit être la même chose qu'on va parler à Pierre. La première hypothèse, je la laisse à Pierre, c'est que qu'est-ce que tu veux? Quand il n'y a plus de forêt autour, puis il reste des poteaux électriques, tu vas sur le poteau. Deuxièmement, un grand pic, ça ne escape pas dans le béton. Ça veut dire que quand il est dans le poteau électrique, ça veut dire que lui trouve quelque chose qu'il ne trouve plus en forêt, puis qui est là. Donc, le poteau, là, il y a une enveloppe qui est super, mais à l'intérieur, il doit y avoir un petit quelque chose. Et ça, petit quelque chose-là, Pierre travaille là-dessus, mais ça, c'est un autre chose. On est en train de rentrer en discussion avec les pour commencer un projet de recherche. La question est très pertinente. C'est un problème qui est pas marginal. Avec Hydro, on a déterminé qu'eux suivent le réseau de photodistribution
d'électricité, c'est 1 800 000 poteaux au Québec. Et il considère que la deuxième cause de remplacement des poteaux, c'est les qualités de grange. Ils ne comprennent pas pourquoi, ils veulent plus connaître ce qui se passe. Ils nous ont approchés pour le faire, puis on est en train de parler avec eux pour commencer le projet. Et la grosse question, comme Réjean vient de dire, c'est que moi, une des questions que j'aurais posées, c'est êtes-vous sûr que vos photos sont pas pourries de l'intérieur? Puis, écoute, là, il y a des qualités creusées sur des photos de moins de 3 ans. C'est du pain rouge. Puis quand ça a été acheté, non, ça fait du pain rouge aussi. Et les photos semblent en bonne qualité. En fait, eux autres, ils font une sélection de photos quand ils achètent. Puis, je veux dire, ils vont discarter tout ce qui peut montrer des signes de pourriture à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une énigme. Une des hypothèses aussi qu'on a, puis tu disais tantôt, les gens, les flics vont souvent explorer au son. Oui. Et si ça sonne creux, et ce qu'on pense, c'est que les poteaux traités, c'est que le traitement fait fendiller le poteau un peu. C'est le son, qui serait peut-être un son qu'ils reconnaissent comme un son de pourriture qui mènerait à s'acharner, mais encore une fois, il faut bien qu'il y ait une certaine mollesse dans le dos. Il va falloir envoyer quelqu'un sur le réseau d'Hydro-Québec avec des caméras. Ben, c'est pas ça. C'est ça. Voyez-le ou pas, c'est ça. Mais c'est là l'entretien, Et un des problèmes qu'Hydro a avec ça, c'est que nous autres, on leur dit, mais pourquoi vous ne remplacez pas vos poteaux avec d'autres matériaux? Mais c'est le coût. Mais le remplacement d'un poteau d'hydro, ça varie entre 155 et 15 000 pièces, dépendamment d'où il est placé dans le réseau de distribution. Fait qu'eux autres, ils veulent vraiment en savoir plus. Donc, c'est à suivre. On vous en parlera peut-être dans 3-4 ans. Puis maintenant, j'ai eu cette question-là parce que moi, je l'avais découvert là. Oui. De mon véhicule, dans un poteau. Toi, Daniel, tu avais fait la prière, c'est fini. Merci beaucoup, Réjean. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions, mais écoute, tu nous as gâtés avec des belles photos. Merci beaucoup, Benoît. Beaucoup d'informations. On a fait l'expérience dans cette année et l'année prochaine. Vous allez dire en avant, donc on vous annoncera les prochaines conférences quand on a reçu l'application. Merci à vous. Là, j'ai vu le son.